merci à tous d'être là. Je croyais que nous étions très en retard, mais il paraît que la séance a été prévue à 16h15. Il est très exactement 16h15. Donc, comme d'habitude, nous commençons à l'heure exacte. C'est un changement dans la culture de la FERDI qui correspond à un changement dans la gouvernance de la FERDI, dont on aura l'occasion de reparler. Cette cérémonie de cet après-midi, ce colloque de cet après-midi, est le premier d'une série de deux colloques. Celui-ci est consacré au 30e anniversaire de la revue d'économie du développement, dont vous avez tous un exemplaire sur votre table de chevet, et qui est une source d'inspiration illimitée pour les travaux d'économie du développement, et qui va le devenir plus encore grâce à la nouvelle gouvernance de la revue d'économie du développement, qui est assurée par Grégoire, Rota Graziosi, Patrick Plane et Lisa Chauvet. Lisa Chauvet qui va être chargée d'animer cette session du colloque, qui elle-même comporte, si je crois, deux parties. Une première partie qui devait être conduite par un exposé d'Alain de Janvry et Betty Sadoulet, mais ce qui ne serait tardé dans mon cas, Alain a été victime hier d'une extinction de voix et dans l'incapacité de parler et de se déplacer. Donc, ils étaient irremplaçables, mais on les a remplacés quand même parce qu'ils avaient envoyé leurs diapositives et leurs textes. Et Vianney Dequier, le professeur Dequier, qui est le directeur scientifique de la FERDI et qui a beaucoup travaillé avec eux, a accepté de parler en leur nom à partir de leur texte. Donc, je leur remercie beaucoup d'avoir pris ce relais pour introduire ce qu'a été l'évolution de l'économie du développement au cours des années passées et pour introduire un débat qui sera poursuivi par les interventions de Chanta Devarajan, qui est que nous connaissons bien ici, qui est un grand ami de la FERDI, qui est professeur à Georgetown après avoir eu des fonctions éminentes à la Banque mondiale, notamment d'économiste en chef. Et je ne vais pas faire toute son historique, mais quand même, parce que tout le monde à peu près le connaît ici, c'est un des meilleurs experts, les plus originaux sur les questions de développement. Et en même temps, quelque chose le rapproche de plus de Clermont maintenant, c'est qu'il prend la présidence du conseil d'administration du Global Development Network qui s'installe à Clermont et dont le président doit être dans la salle. Il est par là-haut, oui, Jean-Louis Arcan, et qui va intervenir dans le débat. Alors, nous allons d'abord entendre, on va dire, Alain et Betty par la voix de Vianney, avec des commentaires de Chanta Devarajan et du professeur Ziebalo, qui est le président de l'université Houphouët-Boigny à Abidjan, que je remercie beaucoup d'être venu. Après ce premier débat sur les grandes tendances de l'économie du développement, Lisa va introduire un débat sur quelques grandes questions qui se posent aujourd'hui au développement, aux économistes du développement, et qui interrogent en quelque sorte la revue d'économie du développement dans cette nouvelle étape, cette étape de décollage, on va dire après 30 ans, grâce à la conduite vigoureuse de Lisa, Grégoire et Patrick, pour les années à venir. Donc, on va d'abord écouter cette première présentation sur l'économie du développement et le développement économique, les grandes vagues de ces 30 dernières années, et un premier débat suivi d'un autre débat animé par Lisa. Ça, j'en profite pour vous remercier tous d'être présents ici, de vous rappeler que nous nous retrouverons tous ce soir, si vous le pouvez bien, à l'hôtel Vialat, grand écrivain auvergnat. À quelle heure est-ce déjà ? Pardon ? 19h30 ? Je croyais que c'était 19h, 19h30. Non, ne venez pas trop tard parce que certains se sont levés très tôt et veulent se coucher tôt. Et puis nous reprenons demain à 9h pour le colloque anniversaire du 20e anniversaire de la FERDI sur le thème comment réformer le système international de financement du développement, quelles sont les zones d'ombre à éclaircir, quelles sont
les zones qu'il faut faire sortir de l'ombre. Voilà, c'est ambitieux, mais c'est pour ça que je pense que les débats seront intéressants et seront animés sur 4 sessions jusqu'à la fin de l'après-midi. Merci, et tout de suite la parole à Vianney. Je me permets d'ajouter, je suis intarissable parce que je n'arrive pas à me taire, mais ça va arriver. Quand nous avions fêté les 20 ans de l'économie du développement, de la revue d'économie du développement, nous avions publié ce numéro spécial de la revue qui s'appelait l'économie du développement 20 ans après, en deux numéros spéciaux, avec une série de grandes signatures dont un certain nombre sont encore dans cette salle, et d'autres ailleurs. Et il y avait notamment un article très remarquable d'Alain et Betty, qui était en tête du numéro sur 60 années d'économie du développement. Qu'avons-nous appris pour le développement? Mais nous avons appris bien des choses encore depuis 10 ans, et c'est ce que nous allons entendre. Merci Patrick. Donc, voilà, c'est avec un petit peu d'émotion que je vais prendre la parole au nom d'Alain et Betty, avec qui j'ai eu la chance de travailler depuis une quinzaine d'années, enfin depuis 2010 en fait, on a commencé à travailler ensemble. Donc voilà, c'est la présentation et le texte qu'ils ont préparé et qu'ils ont eu l'aimabilité de m'envoyer pour que je puisse parler à leur place, on va dire, pour cet anniversaire des 30 ans. Et puis aussi, je suis heureux d'avoir à mes côtés, à la fois Chantal de Varajan, bien évidemment, et Zié Ballot, qui me rappelait en fait que j'avais été son chargé de TD à Toulouse il y a quelques années. Donc ça ne nous rajeunit pas tout à fait, mais nos carrières ont évolué depuis. Voilà. Alors, la présentation que je vais vous faire, c'est sur intitulé « Développement économique vers une troisième vague ». L'idée, c'est de passer un petit peu en revue les 3 vagues de développement qui ont eu lieu dans le monde depuis 1950. La première vague, 1950-1980. La deuxième vague, 1980-2020. Et puis une troisième vague qui commence en 2020 avec les multiples crises que nous avons connues. Les questions qu'on va essayer d'aborder à travers cette présentation, c'est un peu de voir comment la troisième vague diffère-t-elle des précédentes. Et pour ça, on aura le temps de revenir un peu sur ces deux premières vagues. Et puis, évidemment, dans le cadre de ce colloque sur les 30 ans de la revue, ce qui nous intéresse peut-être avant tout, c'est d'une part de voir, avec cette troisième vague, quels sont les thèmes prioritaires pour le développement économique, et du coup, quels sont les thèmes prioritaires, quelles sont les approches pour l'économie du développement dans les années qui viennent. Merci. Ouais, s'il te plaît. Donc le plan de la discussion, ça va être de présenter assez rapidement les 2 longues vagues de développement économique qu'on a connues, que le monde a connues de 1950 à 1980, puis de 1980 à 2020, et la troisième vague donc vers un nouveau contexte de développement économique. On reviendra un peu sur les caractéristiques des 2 premières vagues, et notamment sur le fait que si elles ont toutes démarré en sortie de différentes crises, de la guerre pour la première et de la crise de la dette pour la seconde, eh bien, elles ont toutes réussi à conduire à une reprise de la croissance. Et puis, au cours de leur développement, il y a eu une transition de la croissance vers des enjeux de développement social dans les 2 premières vagues. Donc de la croissance à la réduction de la pauvreté, aux besoins fondamentaux pour la première vague, avec cette transition qui est apparue manifeste dans les années 70, et puis de la croissance aux OMD, aux objectifs millénaires du développement, et aux objectifs du développement durable pour la seconde vague, avec ces enjeux qui sont devenus manifestes dans les années 2000 et 2010. Et puis, du coup, avec ce recul sur les 2 premières vagues, on essaiera de regarder quels sont les défis de la reprise de la croissance
avec développement social et durabilité environnementale, auquel fait face l'histoire qui démarre avec le début de la troisième vague. Et du coup, à travers cette analyse, on essaiera de voir quelles sont les priorités dans cette troisième vague et les questions pour la recherche en économie du développement. Donc voilà un peu le plan ambitieux qu'Alain et Betty ont proposé de parcourir dans cette présentation. Alors, si on revient un petit peu sur les deux premières vagues, tout d'abord peut-être quelques définitions pour cadrer un tout petit peu le propos. Et la première chose, c'est que on va s'intéresser aux objectifs du développement économique. Et par objectifs du développement économique, on va en retenir essentiellement 4, qui sont la paix, d'une part, la croissance économique, le développement social et la durabilité environnementale. Et on va essayer de laisser les formes de gouvernance non pas comme un objectif, mais plutôt comme un instrument de développement, même si parfois la frontière est un petit peu ténue, notamment quand on aborde les questions de développement social. Donc les questions de démocratie, de régime politique, etc., sont plutôt abordés comme étant des instruments de développement plutôt que comme des objectifs à part entière du développement, même si, comme je l'ai dit, pour les sujets propres au développement social, parfois la frontière et la zone est un petit peu grise. Donc ce qu'on retrouve dans chacune des vagues, c'est certaines régularités. La première, c'est que la paix est nécessaire à la croissance, et que la croissance est nécessaire au développement social. Et dans les deux premières vagues, on a vraiment eu ces deux aspects-là d'une part, et on les a eu un peu d'un point de vue séquentiel, avec la nécessité de retrouver de la croissance d'abord en sortie de crise, et puis ensuite de procéder à des rééquilibrages pour que cette croissance conduise au développement social. Donc vous avez un petit tableau qui récapitule un petit peu l'histoire, enfin des trois vagues dont il va être question. La première vague, 1950-1980, donc qui dure 30 ans, démarre à la fin de la Seconde Guerre mondiale avec la paix en Europe après la Seconde Guerre. On a une forte croissance économique qui démarre. Et donc évidemment, on mentionne les modèles économiques qui ont été utilisés pour étudier cette vague-là. C'est les modèles Harrod-Domar, Solow, etc., où la croissance, enfin, l'enjeu de croissance est avant tout un enjeu d'investissement et de bonne utilisation du capital humain. Et la croissance est essentiellement considérée comme exogène dans ces modèles. Ensuite, le développement social, c'est à partir des années 70, la lutte contre l'extrême pauvreté et la prise en compte des besoins fondamentaux. Et dans le cas de la durabilité environnementale, en schématisant un petit peu, on peut dire que ce n'est pas sur l'agenda lors de cette vague-là. Ensuite, la deuxième vague, 1980-2020, la paix est déjà là depuis de nombre d'années en Europe. Par contre, la crise qui est retenue par Alain et Betty pour faire débuter cette deuxième vague, c'est la crise de la dette, avec notamment la crise mexicaine en 1982. Donc la croissance, cette fois-ci, c'est une croissance qui est tirée par le marché essentiellement, alors que la croissance dans la première phase était quand même assez liée à des politiques, au leadership des États. Là, c'est essentiellement le marché avec disons, les idées qui forment ce qu'on appelle le consensus de Washington. Et les modèles, cette fois-ci économiques, pareil, je reviendrai dessus un petit peu plus tard, c'est cette fois-ci la croissance va être considérée comme endogène parce que très dépendante du progrès technique. Et ce qui est important, c'est de comprendre comment les économies arrivent à innover.
Le développement social, eh bien, c'est à partir des années 2000 et 2010, les objectifs du millénaire pour le développement, puis les objectifs du développement durable. Et on a les premières prises en compte réellement sérieuses de la durabilité environnementale, notamment lors de la COP 21 en 2015. La troisième vague, donc, qui est en cours, hein, qui a juste 4 ans, celle qui démarre en 2020. Alors, au départ, essentiellement avec la crise du Covid, mais ensuite, il y a également la paix est remise en question avec des guerres territoriales, que ce soit en Ukraine ou en Palestine. Les enjeux de croissance, pareil, on reviendra dessus un petit peu. Il y a un retour de l'État parce qu'il y a de nouveau des enjeux très macroéconomiques qui reviennent, et dans un monde qui est fragmenté et où les politiques nationales vont avoir toute leur importance. Le développement social, c'est bien sûr les ODD, et c'est la prise en considération des vulnérabilités et des inégalités, comme on a pu le voir lors du sommet de Paris l'été dernier. Et puis, durabilité environnementale, on peut citer la COP 28 2023, les enjeux évidemment liés à l'équité et la montée des thématiques à la fois d'adaptation, mais aussi de pertes et dommages au sein de l'ensemble des pays en développement. Merci. Alors, la troisième vague, c'est un nouveau contexte pour le développement économique. On a eu un certain nombre d'inflexions. Donc, évidemment, le premier événement déclencheur de cette troisième vague, enfin, ou plutôt les crises qui vont permettre, on l'espère, à cette troisième vague de développement de démarrer, c'est avant tout la pandémie de Covid-19, et qui a mis sur le devant de la scène, évidemment, la santé publique mondiale comme un bien public mondial, avec des enjeux de recherche et développement très importants. Hein. La sortie de la pandémie a été possible en grande partie, ça a sauté, du fait de la production de nouveaux vaccins par l'industrie pharmaceutique, mais en même temps, il y a eu de très grands enjeux et un certain échec dans la capacité à fournir un accès équitable à ces nouveaux vaccins à l'ensemble de la population mondiale. Ensuite, le deuxième point d'inflexion, c'est le fait que la guerre est de retour en Europe après 75 ans de quasi-paix, avec la guerre en Ukraine. Et puis, on note également l'accélération des ravages qui sont dus au changement climatique, et donc l'urgence d'une transition verte dans l'ensemble du monde. Donc, avec l'ensemble de ces enjeux, il y a un certain nombre d'enjeux liés à des biens publics mondiaux, et puis il y a l'enjeu de la paix qui revient également sur le devant de la scène, qui avait un peu disparu avec la deuxième vague de développement. Alors, si on analyse un tout petit peu les changements de contexte qui sont induits par ces points d'inflexion, c'est-à-dire qu'est-ce qui va constituer les conditions initiales pour cette troisième vague, bien, on va passer d'une mondialisation qui est fondée sur les avantages comparatifs à une mondialisation qui est plus fragmentée et qui sera davantage fondée sur des alliances géopolitiques. Donc on peut considérer assez probable qu'on va, dans les années qui viennent, avoir la formation de trois grands blocs géopolitiques. D'un côté,
je dirais, les pays, enfin le bloc de l'Ouest, si on veut, avec les États-Unis, l'Europe, le Japon, la Corée du Sud, l'Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande, Israël, donc des démocraties libérales. D'un autre côté, un bloc avec la Chine, accompagné par la Russie et quelques autres pays BRICS, qui donc sont des pays avec des régimes autocratiques, et puis un troisième bloc de pays a priori non alignés et qui peuvent développer des alliances pragmatiques avec l'un ou l'autre bloc en fonction des sujets qui sont à l'ordre du jour des discussions. Et donc ces pays du troisième bloc, Alain et Betty soulignent la présence dans ce bloc de l'Inde, du Brésil, de l'Afrique du Sud, de l'Égypte, vont pouvoir jouer le rôle de swing states, enfin de swing voters, et avoir une grande influence dans les décisions mondiales. Ce qu'on va avoir aussi, c'est un rôle clé des biens publics mondiaux. Donc on l'a déjà vu pour le contrôle des pandémies, pour la paix, la stabilité dans les chaînes de valeur, et puis le changement climatique. Et ce rôle clé des biens publics, évidemment, il nécessite une coopération mondiale, et ça vient justement heurter assez frontalement la fragmentation géopolitique du monde, avec donc des enjeux de coopération internationale qui deviennent plus importants et d'autant plus difficiles à réaliser. Quatrième changement, c'est la montée des régimes autocratiques d'extrême droite et populistes, et en fait qui correspondent aussi au déclin relatif des démocraties libérales, y compris en Europe et aux États-Unis. Cette crise, enfin cette relative échec des régimes démocratiques, c'est aussi un échec à ce que les décisions prises par ces régimes politiques arrivent à bénéficier à la majorité des électorats dans ces pays. Autre élément important de contexte, c'est l'augmentation de la dette et la persistance de l'inflation, avec une inflation qui est en grande partie due à des problèmes du côté des chaînes de valeur, et non pas uniquement des problèmes du côté de la demande. Donc c'est une inflation qui est liée à l'offre. Et puis, dernier élément de contexte mentionné ici, c'est l'importance du progrès technologique. Ça reste vrai, c'était déjà vrai dans la deuxième vague, mais ça reste sans doute encore plus vrai pour la troisième. Et parmi les progrès technologiques, on peut mentionner les technologies de l'information, les données massives, l'intelligence artificielle, etc. Tous ces progrès techniques sont des opportunités, mais sont aussi en un certain sens des menaces et surtout des incertitudes pour le processus de développement. Donc pour rapidement revenir sur les phénomènes, les processus qui ont conduit à la reprise de la croissance au cours des deux premières vagues. La première vague, on avait des destructions massives dues à la Seconde Guerre mondiale et des restructurations d'après-guerre. On avait vraiment une priorité très importante à la croissance dans les années 1950-1960, avec un rôle très important de l'État, une planification indicative, des nationalisations, etc. Le facteur clé pour obtenir de la croissance, c'était l'épargne et l'investissement. Et
le changement technologique était déjà considéré comme important, mais il était considéré comme un bien public, accessible à tous, et donc pouvait être regardé comme exogène dans les modèles de croissance. La deuxième vague, maintenant, elle démarre avec la crise de la dette 1981-1982, avec la décennie de développement perdu. Là encore, elle démarre aussi avec une priorité donnée à la croissance. Donc l'important, c'était de retrouver la croissance après cette période de crise. Et là, le rôle principal était dévolu au marché, avec donc des vagues de privatisation, de dérégulation, etc. Ce qu'on a pu appeler le consensus de Washington. Concernant le changement technologique, cette fois-ci, il est considéré comme un facteur clé de la compétitivité et plus comme un bien public nécessairement accessible à tous, mais plutôt comme un instrument de différenciation des États. Et cette fois-ci, le changement technologique va être considéré comme endogène, c'est-à-dire qu'il va falloir comprendre comment les États peuvent mettre en œuvre des politiques qui conduisent à l'innovation, avec, par exemple, le modèle de Romer. Alors, dans ces deux premières vagues, une fois la croissance retrouvée, elle a été retrouvée à chaque fois avec succès, il y a eu un enjeu de transition de la croissance au développement social. Pour la première vague, cette transition vers le développement social a eu lieu dans les années 1970. Une fois la croissance réussie, on a constaté un manque de partage des bénéfices par la création d'emplois. C'est notamment un constat qui a été fait par l'OIT. Alors, on peut retenir deux événements déclencheurs de ce mouvement vers le développement social. Il y a le discours prononcé par McNamara lors de la réunion du Conseil des gouverneurs de la Banque mondiale en 1973 à Nairobi, avec le motto de la Banque mondiale qui est devenu un monde sans pauvreté. Et puis, l'introduction du concept de besoins fondamentaux, à savoir la santé, l'éducation, l'accès à l'eau et à l'assainissement, etc., par le Programme mondial pour l'emploi de l'OIT en 1970. Donc ce concept de développement social, à ce moment-là, il reste relativement étroit et surtout séquentiel, c'est-à-dire il intervient après le retour de la croissance. Dans la deuxième vague, ce même mouvement vers le développement social, il prend la forme d'un mouvement de la croissance vers les OMD et les ODD dans les années 2000 et 2010. Les OMD, ils ont été essentiellement définis par les institutions financières internationales, et donc avec une définition, je dirais, encore relativement étroite. Et puis, ils ont été repris et élargis avec les objectifs de développement durable qui s'étendent jusqu'en 2030, avec 17 objectifs, 169 cibles associées. Et ces objectifs de développement durable, ils ont pu être définis sur la base de consultations ouvertes à la fois à l'ensemble des pays, des parties prenantes des pays, mais aussi des organisations non gouvernementales. Et donc là, on a un réel élargissement du concept de développement. Peut-être pour souligner souligner deux points quand même sur ce passage de la croissance au développement social. C'est évidemment tout le travail qu'Alain et Betty ont mené au long de la carrière. C'est la place centrale occupée par le monde rural et l'agriculture dans cet enjeu de développement social, puisque à la fois la lutte contre l'extrême pauvreté, mais aussi l'atteinte des ODD, est très liée à ce que l'on parvient à faire auprès des ménages ruraux. C'est bon. Pardon, oui, je suis... non, avant, ouais, le 9, ouais, pardon. Alors,
le passage du défi de la reprise de la croissance, du développement social et de la durabilité environnementale dans le cadre de la troisième vague. On a d'abord un certain nombre de points qu'on avait déjà rencontrés dans les deux premières vagues. Avec la troisième vague, on va avoir un retour à la planification nationale et aux politiques industrielles, avec, en un sens, un retour du protectionnisme qui est à la fois stratégique et défensif, et des sanctions prises à l'encontre des pays belliqueux. On va retrouver l'utilisation de subventions nationales et internationales, à la fois pour la transition vers l'énergie propre, mais on l'avait déjà vu pour sortir de la crise du Covid. On va avoir un enjeu central qui est celui de l'investissement dans les chaînes de valeur agricoles et dans les PME, parce que c'est là qu'on aura sans doute la solution pour le problème de l'emploi des jeunes. Donc là, Alain et Betty renvoient vers les travaux de Jean-Michel, qui est concentré sur ces notes. Alors, la reprise de la croissance dans la troisième vague, elle fait quand même face à des difficultés très importantes, et notamment le problème de l'inflation, qui n'est pas encore complètement résolu, et qui est une inflation, comme je l'ai déjà mentionné, qui est liée aussi aux problèmes qu'on rencontre dans l'organisation des chaînes de valeur, donc une inflation qui vient du côté de l'offre. On a un problème de la dette, avec des niveaux élevés d'endettement et une hausse des taux d'intérêt. Et puis, un accès insuffisant pour bon nombre de pays en développement aux financements internationaux. Puis, bien sûr, la fragmentation géopolitique qui est à l'œuvre au début de cette troisième vague crée un manque de coopération internationale dans la fourniture des biens publics mondiaux. Le développement social dans la troisième vague, il y a une contradiction entre la fragmentation géopolitique et la nécessité de disposer de biens publics mondiaux. Et en fait, c'est très lié au fait de redonner un rôle central à l'État, à la nation, dans cette situation de fragmentation. Et il y a un enjeu, l'enjeu géopolitique est aussi lié aux difficultés de conduire la transition énergétique, où l'accès à des minéraux critiques, etc., devient central. Deuxième problème, c'est la place des économies émergentes, et notamment les BRICS, où on a la nécessité de leur laisser une reconnaissance politique si on veut que ces pays mobilisent leurs ressources pour financer les organisations internationales en charge des biens publics mondiaux. Et en même temps, pour ça, il faut leur donner un poids dans la gouvernance mondiale et notamment la gouvernance de ces mêmes institutions. Enfin, la durabilité environnementale dans la troisième vague, elle démarre avec un problème qui est non résolu, à la fois de réduction des émissions par les pays industrialisés et également de paiement pour services environnementaux aux pays pauvres pour que, en gros, ils gardent les produits pétroliers, ou en tout cas les sources de carbone dans leur sol, et qu'ils reçoivent des subventions pour utiliser à la place des énergies renouvelables. Alors, comme il me reste peu de temps, je vais passer aux priorités pour l'économie du développement, donc souligné par Alain et Betty. Tout d'abord, priorité à la paix pour le développement. Donc, toutes les recherches autour des conflits, évidemment, restent
totalement au cœur de l'agenda. Deuxième point, c'est gérer la croissance dans un contexte de mondialisation fragmentée où l'enjeu de dérisquer les investissements est central. Troisième point, c'est les modèles de planification qui reviennent au centre du jeu. Et cette fois-ci, on veut des modèles de planification qui intègrent à la fois croissance, développement social et durabilité environnementale simultanément. Les questions de politique migratoire dans les pays industrialisés, c'est un sujet extrêmement tendu et important pour la vie politique dans les pays industrialisés. Les stratégies d'adaptation au changement climatique, en particulier pour les petits exploitants agricoles. L'entrepreneuriat, le soutien financier pour améliorer la compétitivité des PME. Plus généralement, toujours en ce qui concerne l'économie agricole, c'est la reconfiguration des chaînes de valeur agricoles qui soient inclusives, avec l'enjeu dans beaucoup de pays en développement que l'agriculture locale puisse alimenter les villes, enfin les villes locales, hein, leurs villes, et aussi un enjeu de défense de la démocratie dans un contexte d'inégalité croissante, de mouvements populistes et de forces identitaires. La défense des valeurs humanitaires, important pour qu'il y ait bien une solidarité internationale qui soit en place et qui est indispensable pour la question des biens publics mondiaux. Et puis la question de l'augmentation massive du financement et la prise en compte des considérations d'équité pour la réussite des transitions vertes, donc vers la décarbonation et les énergies durables. Et puis enfin, la protection de la biodiversité, des ressources naturelles, y compris les ressources marines. Donc en conclusion, les objectifs avec cette troisième vague sont de plus en plus simultanés au lieu d'être séquentiels. Il faut vraiment gérer en même temps le retour de la croissance, la protection de l'environnement et le développement social. Et pour ça, il y a un besoin essentiel de coordination entre les pays. Donc, je passe tout de suite aux méthodes pour terminer sur ces quelques mots. Lors de la première vague, on avait l'importance des planificateurs pour avoir de la croissance et l'importance de la microéconomie pour le développement rural. La deuxième vague, c'était une vague plutôt avec ajustement structurel, où là, c'était des enjeux macro, et puis ensuite, des programmes sociaux pour le rééquilibrage vers les enjeux de développement social. Avec la troisième vague, on aura nécessairement la multidisciplinarité, avec la prégnance des enjeux géopolitiques, l'entremêlement, on va dire, des enjeux micro et macro, l'économie de l'environnement intégrée à l'économie du développement, et l'innovation institutionnelle importante et marquée aussi par une forte dimension technologique. Donc l'innovation pour le développement reste aussi au cœur des préoccupations. Et je vais m'arrêter là pour laisser nos panélistes. Donc Lisa, est-ce que je te passe le micro pour que tu distribues la parole pour la suite ? Bon, alors, sans plus tarder, je vais introduire les deux panélistes de cette session. Donc, je vais d'abord donner la parole à Zié Ballot, donc, qui est président de l'université de Cocody, Abidjan. Donc, merci beaucoup. Je suis professeur Balosier, président de l'Université Félix Houphouët-Boigny, et je suis très honoré d'être avec vous ici. Et je voudrais en profiter pour remercier vraiment les responsables de la FERDI et de la revue d'économie de développement. Effectivement, vous voulez que je me présente d'abord ou bien que je me prononce? Non. Présentation. Voilà, donc je disais que je suis
Balosier, président de l'Université Félix Houphouët-Boigny. Je suis spécialiste des questions d'économie de développement. J'ai été formé donc à l'école d'économie de Toulouse, où j'ai eu effectivement, voilà, je l'ai eu comme, comment dirais-je, à l'époque chargé de TD, en DEA économie mathématiques. Voilà. Donc, voilà. Ou bien vous... Voilà. Effectivement, il faut le dire, j'ai beaucoup apprécié vraiment cette présentation de l'économie de développement qui est vraiment, et puis la plus complète possible. Parce qu'il faut le dire, hein, l'économie de développement, au début, les gens l'assimilaient à l'analyse économique appliquée aux pays pauvres. Effectivement, après cela, il faut le dire, on privilégiait l'approche, je peux dire, on a commencé par distinguer ce que c'est la croissance du développement et comment on peut effectivement obtenir du développement à partir donc d'un certain nombre de facteurs. Et il a bien décrit les modèles, hein, qui ont été utilisés pour d'abord décrire un peu le processus de croissance. Et à l'époque, effectivement, on utilisait beaucoup plus des agrégats comme le PIB, PNB, et on a vu qu'effectivement, après, il fallait passer à d'autres agrégats plus évolués qui nous permettent de capter un peu le niveau de richesse. C'était d'abord le PIB par tête, le PNB par tête. On a même trouvé avec le PNUD que ces indicateurs n'étaient pas appropriés. Donc on est passé aux indicateurs de développement humain et avec des indices de pauvreté humaine, ainsi de suite. On a encore constaté que tout ça ne captait pas suffisamment voilà, le développement. Il fallait prendre en compte des considérations environnementales, des considérations de bien-être. Comment capter le bien-être des individus? Ce n'était pas évident de le capter à travers ces indicateurs. Il fallait tenir compte des questions de développement durable. Et donc, à partir de 1990, il y a eu ce concept de développement durable qui a donné lieu, après, à tous ces développements en termes d'objectifs du millénaire de développement, objectifs de développement durable, ainsi de suite. Il faut dire que vraiment tout est bien retracé. Et aujourd'hui, le développement, pour l'apprécier, ce n'est pas voilà, à travers il faut une approche pluridisciplinaire. Et ça a été bien mentionné qu'il faut ajouter à la croissance, il faut ajouter le développement social, il faut aussi ajouter la durabilité environnementale. Donc, prendre en compte tous ces aspects aujourd'hui, voilà, fait partie vraiment de l'approche qui permet de mieux apprécier le développement. Donc, je pourrais revenir plus tard sur deux spécificités, sinon l'analyse qui est présentée est la plus complète possible. Il faut dire qu'aujourd'hui, le monde fait face à de multiples contraintes, voilà, qui ne peuvent être approchées qu'à travers des approches multidisciplinaires. Donc, il y a beaucoup de contraintes auxquelles les États font face, voilà, en termes de développement. Et pour lutter contre ces contraintes, il faut effectivement combiner plusieurs approches. Je pourrais revenir vraiment plus tard dans des détails plus précis. Sinon, on connaît les contraintes, il y a les conflits, il y a les changements climatiques, il y a des questions de financement. Et pour aborder tout ça, pour être développé, il faut maîtriser toutes ces contraintes-là. Et la présentation qui est faite est la plus complète possible. Merci. Oui. Je dois me présenter. J'ai été déjà présenté par Patrick. Non, merci beaucoup. Et c'était un grand honneur d'être ici et de voir des amis de longue date à la conférence. Et aussi, je veux dire que c'est un honneur de commenter sur un papier d'Alain de Janvry et Betty Sadler, parce qu'Alain était un de mes professeurs à Berkeley. Donc, je lui ai connu pour longtemps aussi. Et
je commence avec quelque chose qui m'a frappé un petit peu avec la présentation, avec le papier, très bien présenté par Vianney. Il n'a pas beaucoup mentionné l'Afrique. À mon avis, de mes pensées, le développement, c'est vraiment l'histoire de l'Afrique. Donc, je vais réinterpréter leurs 3 vagues dans le point de vue des pays africains ou surtout les pays en voie de développement. Parce que moi aussi, si vous me demandez, je partage l'histoire en 3 vagues, mais ils sont un peu différents que les 3 vagues de Alain et Betty. Et je commence avec dire que le processus de développement, à mon avis, de mon perspective, et j'ai publié un papier dans la revue d'économie de développement sur ce sujet aussi, que le développement, c'est vraiment une tension entre les échecs du marché et les échecs de l'État. Ce n'est pas une tension forcément entre l'État et le marché. Ce sont les échecs du marché qu'on essaie d'améliorer, de corriger. Mais quand on corrige avec les interventions de l'État, on découvre qu'il y a des échecs de l'État. Et maintenant, le défi pour le développement, c'est comment on peut corriger, comment on peut améliorer ces échecs de l'État sans reproduisant les échecs de marché qui ont été la raison qu'on a intervenu. Donc, encore, la première vague, c'est comme ils ont décrit, c'était la période de 1950 jusqu'à 80, où on a pensé du développement comme les échecs du marché, de surmonter les échecs du marché. Ça, c'est la raison pour la planification, comme l'a dit vient de dire. La planification en Inde, la planification de l'Union soviétique, et tout a été dit qu'on ne peut pas laisser le développement au marché. Il faut que l'État intervienne, surtout sur l'investissement de capital, l'investissement de l'infrastructure, et à l'extrême de contrôler toute l'économie. Et ils ont dit que c'était la première vague, ils ont privilégié la croissance. Et ils ont raison. Mais la fait est, on n'a pas réalisé la croissance. Pendant cette période, l'Inde, le revenu par tête de l'Inde a cru à 1% par an. On l'appelait le taux de croissance hindou à l'époque. Donc, ce n'était pas un grand succès, même s'ils ont privilégié la croissance. Et nous savons bien que la pauvreté a augmenté aussi. Donc, en réaction de cet échec, cet échec de l'État, cet échec de l'intervention de l'État ou la planification de l'État, à peu près les années 80, il y avait une réaction pour privilégier le marché, pour donner et de diminuer les interventions de l'État qui ne marchent pas. Et il y avait la libéralisation en Inde, il y avait cette grande révolution en Chine. Et la fait est, pour ces pays asiatiques, il y avait une grande augmentation de croissance. Le taux de croissance de la Chine était 10% par an pour une décennie. Et il y avait une diminution de la pauvreté. Donc, si vous avez privilégié la pauvreté ou non, ils ont réalisé la diminution de pauvreté. Et aussi, il y avait une augmentation des indicateurs sociaux dans ces pays. Donc, c'était vraiment un succès pour de restructurer.
la relation entre les échecs du marché et les échecs de l'État. Mais il est vrai que l'Afrique n'a pas connu cette augmentation de croissance. Même s'ils ont essayé à libéraliser leurs économies. Je dis essayer parce que je ne suis pas convaincu qu'ils ont exactement libéralisé. Mais il y avait tant de prêts d'ajustement structurel de la Banque mondiale et des fonds monétaires pour faire des réformes politiques commerciales et politiques de finances et tout ça. C'était le Washington Consensus que vous venez de décrire. Mais on n'a pas connu la croissance en Afrique jusqu'à le commencement de la troisième vague. La troisième vague, comme ils ont dit, c'était à peu près 2000, à peu près le commencement de la siècle. Et il est vrai que pendant les années de 2000 jusqu'à 2010 ou 2011, le taux de croissance de l'Afrique a doublé. Le taux de croissance moyen était 4,7% par an, qui est exactement 2 fois le taux de croissance de la décennie précédente. Et ce qui est plus intéressant, si vous regardez qu'est-ce qu'ils ont fait pour réaliser cette augmentation de croissance, ils étaient vraiment le Washington Consensus, le consensus de Washington. Ils sont exactement la libéralisation du commerce international, de réglementation du secteur financier. Il y a eu plusieurs ajustements. Et si vous regardez les programmes qui ont été suivis, c'était vraiment les mêmes politiques qu'ils ont essayées pendant les années 90, qui ont échoué en 90, mais ils ont réalisé en 2000. Donc, il y a plusieurs interprétations. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, mon interprétation, c'est que les programmes d'ajustement structurel des années 80 ou 90 n'étaient pas dessinés par les Africains. Ils ont été écrits à Washington ou à Londres ou à Paris. Ça s'est changé pendant les années 2000. Pendant cette période, il n'y avait plus des technocrates qui ont été élevés, quelques-uns qui sont ici dans la salle aussi, qui ont été élevés au niveau de ministre des Finances, gouverneur de la Banque centrale, qui étaient très bien formés et qui étaient importants, qui étaient élevés pour les raisons de mérite, pas pour les raisons politiques. Et maintenant, nous avons un cadre des politiques africains qui peut décider leur propre programme d'ajustement structurel. Et même si c'était les mêmes politiques, c'est une grande différence d'une politique qui vient de Washington et qui vient d'Abidjan ou Dakar ou Nairobi. Donc, ça, c'est le... J'ai quelques minutes, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est ma description. Maintenant, nous sommes dans la troisième vague. Et dans la troisième vague, le problème, c'est, même si cette période de privilégier, si vous voulez, le marché pour la croissance, l'État n'a pas disparu. L'État était toujours là. Et il y a quand même des grands problèmes de la présence de l'État, surtout dans les pays africains. Je donne l'exemple des pays pétroliers. Si vous regardez les pays pétroliers, c'est incroyable. Un pays comme le Gabon, qui a un PIB par tête de 10 000, ils ont un niveau de pauvreté
qui est assez élevé qu'un pays comme le Togo, qui a un PIB par tête de 500 600 dollars. Il y a un problème avec ça. Et le problème, c'est la bonne gouvernance. Nous avons un problème, et nous disons la bonne gouvernance quand nous sommes polis à la Banque mondiale. Moi, je l'appelle la corruption. Et on trouve la corruption dans plusieurs secteurs, surtout dans le secteur de l'éducation, de la santé, et j'avoue, Jean-Michel et moi pour discuter ça, dans le secteur agricole. Et avec ça, nous sommes empêchés à arriver à réaliser les objectifs de soutenir la croissance, de promouvoir l'éducation, de promouvoir la santé. Et je termine avec je n'ai pas mentionné l'environnement, le changement climatique qui a été soulevé. Et je donne, peut-être c'est un peu controversiel, je suis tout à fait d'accord que le changement climatique doit avoir une réponse globale, de coopération globale surtout pour mitiguer, pour diminuer le charbon dans l'atmosphère. La fait est, je crois que nous n'allons pas à réussir à ça. La prévision pour la coopération globale est très faible. Et je donne l'exemple du Covid-19, le virus, le Covid. Parce que le Covid est bien public, global, classique. C'est une maladie qui est communicable par tout le monde. Mais quand nous avions besoin de la coopération sur combattre le Covid, c'est exactement le moment que chaque pays a devenu nationaliste. Et les pays riches ont acheté tous les vaccins et il n'y avait pas assez de vaccins pour les Africains. Donc, si nous n'avions pas pu réaliser la coopération pendant le Covid, comment est-ce qu'on peut le réaliser pour le changement climatique qui est pour plusieurs générations à l'avenir? Donc, pour le changement climatique, je crois que les pays, surtout les pays africains, doivent faire leur propre politique pour adapter au changement climatique. Et, à mon avis, ce n'est pas très important si les pays africains font beaucoup de choses pour diminuer le charbon à l'atmosphère, parce que la contribution totale pour du continent africain, c'est 3%. Donc, si vous éliminez toutes les émissions des pays africains, ça va diminuer par 3%. Ce n'est pas grand-chose. Donc, la coopération qui est nécessaire, ce sont les grands pays comme la Chine, les États-Unis et l'Europe et l'Inde. Et les pays africains qui n'ont pas contribué au changement climatique doivent adapter leur propre pays pour les impacts du changement climatique. Merci. Peut-être qu'avant de passer à la deuxième session, on peut prendre quelques questions, s'il y en a dans la salle, à Chantal-Hézier. Oui, Jean-Michel ? Merci Lisa de faire aussi l'hôtesse. multitâche. Et bonjour, merci. Donc Jean-Michel Zaverino, Ferdi. Moi, je trouvais passionnante ces contributions et cette réflexion qui est très exigeante. Moi, j'aimerais partager 3 réflexions très brèves qui sont des questions à notre panel. La première d'entre elles, c'est que qui sont un peu pour moi les marqueurs de ce qu'est la transformation
de la pensée sur le développement et les économies du développement de ces toutes dernières décennies. Première d'entre elles, c'est un sujet que vous n'avez pas abordé, qui est la question des transformations démographiques. Il me semble que s'il y a quelque chose qui marque très profondément le changement de contexte que nous vivons, c'est ce contraste entre l'affaissement démographique des pays industrialisés, des pays de l'OCDE, et la très forte expansion démographique du continent africain d'un côté et du sous-continent indien de l'autre. Alors, première question, c'est est-ce que vous partagez ce point de vue? Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous pensez qu'il implique comme transformation à la fois dans l'analyse et des politiques de développement et des préconisations de la communauté économique, si ça peut exister, si une telle chose peut exister. La deuxième chose qui me frappe, qui est pour moi peut-être un des marqueurs les plus transformants de ces dernières années, c'est l'épuisement de la pensée économique sur le développement comme étant une pensée focalisée exclusivement sur les pays en développement. Ce qui a marqué ces dernières années, par exemple, à partir de la crise des subprimes de 2008, c'est les interconnexions entre, y compris les pays qui réussissaient le plus dans la planète, leur développement, comme la Chine, la conjoncture et la situation sociale des pays industrialisés. Et si on était vicieux et pervers, ce qu'il est très tentant d'être, on pourrait dire que la Banque mondiale, dont j'ai dirigé les opérations pour l'Asie de l'Est, est le grand responsable de la montée de l'extrême droite en Europe et aux États-Unis par la promotion qu'elle a faite du modèle asiatique fondé sur l'exportation, qui a vidé les classes populaires, les classes moyennes européennes. Et le simple fait qu'on puisse parler de ce genre d'interaction transporte, il me semble, la pensée sur le développement dans une autre sphère, implique ou oblige à penser des interdépendances, ce qui est déjà le cas d'ailleurs avec les problèmes démographiques, qui se poursuit avec les problèmes environnementaux, et nous amène simplement à cette réalité que nous sommes une planète complètement intégrée aujourd'hui, et que rien ne peut se penser en autonomie. Et là aussi, j'ai envie de demander, mais du coup, qu'est-ce qu'aujourd'hui des économies de développement, comment les économies de développement peuvent se positionner par rapport à cela? Et puis j'ai une troisième remarque qui est aussi question, qui est relative à un sujet que vous n'avez pas évoqué, qu'avec Pierre, on se mentionnait au passage, dans la présentation qu'a faite très brillamment Vianney de la pensée d'Elisabeth et Alain, et qui est la très grande place qu'a fini par prendre dans les dernières années l'analyse d'impact, et les méthodes d'évaluation qui ont abouti finalement pour une grande partie des travaux académiques à une espèce de microisation de l'analyse économique, parcellisation. Et alors pour moi qui suis non pas un économiste mais un utilisateur de la réflexion économique, c'est extraordinairement frappant de voir la scientifisation extrême de la pensée économique, la quantification extrême, la mathématisation extrême et l'absolu manque de pertinence pour quoi que ce soit. Et on a envie de dire, du coup, en tant qu'utilisateur, que ça, c'est une des révolutions de la pensée économique de ces dernières années. C'est-à-dire qu'on est passé d'une pensée économique imparfaite et pertinente à une pensée parfaite, mais non pertinente. Et qu'est-ce que la nouvelle génération des économies du développement, comment la nouvelle génération des économies du développement se positionne par rapport à ce paradoxe, si jamais il est partagé, et comment vous voyez du coup la pensée sur le développement regagner sa place centrale de structuration des politiques publiques, de pensée du monde. Merci. Je voudrais remercier d'abord Elisabeth et Alain, parce que je vois que si Alain a perdu la voix, en tout cas, il a bon pied, bon oeil, bonne réflexion. Les remercier pour ce travail stimulant présenté par Vianney. Alors, comme le disait tout à l'heure Chanta,
on peut être d'accord sur les vagues, et effectivement, la question est de savoir où on positionne le curseur. Et je dois dire que, pour ce qui me concerne, j'ai effectivement quelques difficultés avec les dates qui ont été choisies par Alain et Betty. Je ne suis pas tout à fait sûr que la crise de la dette du Mexique en 81-82 ait été le déclencheur, parce qu'il me semble quand même que le mouvement idéologique et les forces du marché qui sont à travers Thatcher, à travers Reagan, vont, indépendamment du contexte macroéconomique des pays en voie de développement, susciter cette première vague vers le marché. Ça, c'est le premier point. Ensuite, sur le deuxième point, je dois dire qu'Alain et Betty ont été d'une générosité presque excessive pour la Banque mondiale s'agissant du passage d'objectifs de croissance vers des objectifs sociaux. Je ne suis pas tout à fait sûr quand même que le discours de McNamara de 1973 puisse faire date pour des raisons qui sont liées au fait que la contestation du consensus de Washington est bien postérieure et de toute façon, dans cette critique du consensus de Washington, il y a effectivement des objectifs sociaux, de rôles d'institutions qui ne sont pas pris en compte. Et je veux dire que si on voulait être moins généreux avec la Banque mondiale, peut-être le serions-nous alors davantage avec le PNUD, et peut-être faudrait-il situer le mouvement vers cette vague plus sociale à travers le travail du PNUD sur le rapport sur le développement humain, à travers la publication notamment par Joly, Cornia et Francis Stewart du travail sur un ajustement, un visage humain qui est véritablement une critique de ce qu'a fait la Banque mondiale et qui va inaugurer effectivement des mouvements politiques vers davantage d'équité et de réduction de pauvreté. Et enfin, juste peut-être sur la troisième vague, peut-être que l'altermondialisme a sa place aussi. L'altermondialisme, la critique, et qui est le ferment du Global Sud. Est-ce qu'on ne prend pas de... Ou... Alors, juste... Parce qu'on a une autre session derrière, donc on va avoir le temps d'ailleurs de discuter des... Oui, je voudrais m'associer aux collègues pour féliciter le présentateur pour l'excellent exposé. Mais comme Chantal a dit, je pense que dans la présentation, le problème de l'Afrique a été passé sous silence, surtout le problème des indépendances en Afrique qui finalement a mis en lumière la situation de l'Afrique. Deuxième problème, je constate que depuis les ajustements structurels, la pensée africaine a presque disparu. Parce qu'avant les ajustements, il y avait des mouvements de pensée, je pense à ADDJ, je pense à Samir Amin, que vous connaissez. Et depuis les ajustements structurels, on a l'impression que les Africains ne réfléchissent plus par eux-mêmes sur les questions de développement, ils suivent le mainstream de pensée. Je pense qu'il y a certainement des intégrations à faire. Troisième élément, je n'ai pas vu dans l'exposé l'influence d'abord de la guerre froide, ensuite la chute du mur de Berlin sur les pensées économiques. Merci. Merci. Alors, je vous propose qu'on réponde collectivement à toutes ces questions peut-être dans la session suivante, parce qu'il faut qu'on avance et qu'on n'est pas... on est déjà un petit peu en retard par rapport au planning. Peut-être vous pouvez quand même rester avec nous, comme ça vous pourrez répondre quand il y aura des questions. Et peut-être je vais appeler les panélistes de la session suivante à venir s'installer.